Monsieur Bernard Spitz, s'il vous plaît, président de la Fédération française de l'assurance. Voilà, oui, c'est l'émotion qui a étreint Jean-Hervé a fait confondre l'Association française de l'assurance et la Fédération française de l'assurance. Enfin, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un laïus là-dessus. En tout cas, je suis extrêmement heureux d'être fidèle à ce rendez-vous avec vous et très admiratif du travail que Jean-Hervé et Joël Durieux font inlassablement pour promouvoir avec, comme tu disais, la pêche, la super pêche, n'est-ce pas, hein, de Jean-Hervé, l'innovation dans notre pays. Alors, nous sommes un 7 décembre, j'aime bien regarder les éphémérides pour voir comment les clins d'œil du destin et de l'histoire. Et le 7 décembre, il y a deux dates importantes des 7 décembre. Une, c'était la remise du prix Goncourt à André Malraux. Alors vous allez me dire, quel rapport? Eh bien, je vous le dis, notamment pour les plus jeunes d'entre vous, c'est lui qui a inventé l'Internet. Oui, je sais, ça peut surprendre un petit peu, mais en fait, pour ceux qui sont la mémoire collective, lors de la campagne présidentielle de 1974, c'était il y a 1000 ans, il avait accompagné l'un des malheureux candidats, cette saison, qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas. Et il avait fait venir à la télévision, il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, et il n'y avait qu'une caméra en gros pour suivre l'image, donc on va se déplacer comme ça. Et Chaban-Delmas dit, bah voilà, j'ai demandé à André Malraux, grand témoin, etc. Et André Malraux est parti dans un discours qui a totalement azimuté d'abord Chaban-Delmas, et puis ensuite d'ailleurs tout le monde. Et en gros il disait, oui, bon écoutez, tous les candidats vont vous raconter des histoires, tout ça n'a aucune espèce d'intérêt. La seule chose qui compte, c'est le progrès décisif que nous pouvons faire pour la jeunesse, car c'est le sujet qui traverse le monde. Et ce progrès décisif, il viendra du mariage de ces deux instruments que sont la télévision et l'ordinateur. Et il commence à expliquer comment on va révolutionner la formation, l'éducation, etc., en combinant les deux instruments, que ça ne remet pas en cause le rôle du maître, au contraire, que ça va lui permettre de donner sa pleine mesure et de l'accompagner. Et bref, il explique ce que c'est qu'Internet, il fait du e-learning. Bref, il dit, et cette révolution, si nous ne la faisons pas, nous la ferons quand même, mais dans 10 ans, à la remorque des autres. Voilà. Eh bien, ce qui est important, c'est que d'abord, il a fallu beaucoup plus de 10 ans, et on a pris un certain retard, mais voilà, Jean-Hervé et beaucoup d'entre vous, tous ceux qui sont dans cette salle, sont au fond des gens qui portent le flambeau qu'avait tendu Malraux, c'est-à-dire que justement, grâce à vous, on n'aura pas de retard sur les autres, et dans beaucoup de domaines de l'innovation, on va pouvoir porter l'excellence française. Alors, la deuxième date d'un 7 décembre, c'était Pearl Harbor. Alors, Banzai, on va tout de suite avancer sur ce qui était le sujet que j'étais venu traiter devant vous en introduction de cette journée importante, c'est d'essayer de délivrer un petit portrait de la situation en matière de fintech et d'insurtech vue de la fenêtre des assureurs. Alors, Jean-Hervé l'a dit, lorsqu'on regarde le paysage français, si on parle du paysage mondial, qu'on se fixe sur ce qui est le plus visible, c'est-à-dire les licornes, on voit qu'effectivement, il y en a 4 sur... Moi, j'ai des chiffres très légèrement différents, mais l'esprit est le même. Il y en a 4 qui, qui relèvent de l'assurance, 4 insurtech sur les 27 licornes dans le monde. Et ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas, je ne sais pas s'il y en a une ou zéro, mais enfin, en tout cas, il y a 4 européennes qui sont anglaises, suédoises ou hollandaises. Et donc, nous ne sommes pas dans le peloton de tête. Nous ne sommes pas aussi dans le peloton de tête des grosses levées fintech depuis début 2016, sur les 30, il n'y avait pas de société française. Et que sur les 10 fonds d'investissement les plus actifs en Europe, en fintech et en insurtech, il n'y en a pas non plus de français. En revanche, en matière d'insurtech, sur les grosses levées, il y en a une très grosse en 2016 qui était la société Shift Technology, qui travaille sur la lutte contre la fraude, mais c'est une exception. Et lorsqu'on regarde, donc pour finir ce paysage, tout ça est extrait de l'étude de KPMG qui fait référence, l'étude 2016. La France est 3e ou 4e pour les levées de fonds FinTech depuis 2016, donc loin derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou l'Irlande. Pour donner quelque chose de facile à mémoriser, la France tout entière lève moins de fonds en cumulé sur le secteur FinTech que la ville de Londres. Cela dit, ça c'était hier, on va voir ce qui va se passer demain. Alors,
Le paradoxe est là, on ne cesse de citer Paris comme un des lieux d'excellence, un lieu où frémissent l'intelligence, l'innovation, et en même temps, on a cette différence en matière de financement. Alors, les chiffres disent qu'en gros, lorsqu'une start-up française lève entre 1,5 million et 3 millions de dollars en amorçage à Paris, le même projet lève le double à Londres, Berlin ou San Francisco. Et lorsqu'une start-up française lève entre 5 et 15 millions en série B ou C à Paris, le même projet lève entre 20 et 40 millions dans les autres capitales. Depuis début 2016, la moyenne des opérations en capital FinTech, InsurTech, tout type de levée de fonds confondus, c'est-à-dire amorçage, série ABC, etc., est de 8,6 millions de dollars en Europe, 13,4 millions aux États-Unis, 17,4 millions en Asie, toujours selon cette étude. Bref, nous avons les idées, mais nous n'avons pas les financements au niveau de ces idées. Et une bonne idée, ça n'est rien sans la capacité de la mettre en œuvre. Vous en êtes les exemples vivants. Et donc, il faut d'un côté l'intelligence, la constance, les qualités des porteurs des projets, mais il faut aussi le financement, les moyens financiers pour aller au bout. Alors, on peut vanter les mérites de stratégie dite de bootstrapping, de bout de chandelle, mais si c'est bon pour la créativité, ça n'est pas un modèle durable pour les startups et qui ont besoin des moyens de se développer, qui ont besoin des moyens d'acquérir des compétences à haut niveau et qui ont donc besoin de financement. La clé de la réussite en matière de FinTech et d'InsurTech dans une économie de l'innovation mondialisée, c'est donc de réunir le triptyque avec à la fois les idées, les bonnes idées, les idées disruptives, les équipes, bien sûr, et les moyens financiers. Et donc, nous avons, nous, en France, la capacité de réunir ce triptyque à condition de faire un effort. Nous avons, je ne vais pas insister, évidemment, les qualités en termes intellectuels, l'environnement en termes d'éducation, en matière de talent, et reste la question des moyens. Au titre des moyens, je dirais en périphérie des moyens, nous avons des leviers, et je dirais que le pôle est un de ces leviers majeurs, sans parler des incubateurs publics ou privés. Et puis nous avons dans l'écosystème un élément sur lequel je reviendrai, qui est le crédit impôt recherche, qui est évidemment un atout pour la France. J'ajouterai également, pour le saluer, la Banque publique d'investissement, et mon ami Nicolas Dufour, et puis les nombreux fonds d'investissement français, oui, actifs sur le secteur. Mais, encore une fois, on a beau faire cet hommage sur ce qui existe, on n'a pas atteint le seuil de crédibilité, le seuil d'efficacité qui sont ceux dans d'autres pays. Alors, moi, je représente le secteur de l'assurance. Vous savez que c'est un secteur qui fait du private equity de façon assez naturelle, plus naturelle que de l'amorçage ou du risque, ou du capital risque. Mais il y a, d'une façon générale, plusieurs types d'actions qui sont menées, vues des assureurs, et qui, pour d'ailleurs être amplifiés, devraient surmonter un certain nombre d'obstacles. Et ces obstacles, ils sont soit géographiques, ils sont soit de régulation, et ils sont aussi, en France, d'aversion au risque. Sur le plan géographique, un certain nombre d'assureurs font des investissements stratégiques. Ça concerne les gros assureurs, les très grandes entreprises, qui montent des fonds d'investissement de capital risque maison et qui participent directement à des levées de fonds depuis l'amorçage jusqu'aux séries ABC. Et ces fonds sont généralement dotés de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros, et ils contribuent fortement au financement d'acteurs innovants. Cela étant, je le disais, ce sont pour les grandes entreprises d'assurance, donc forcément pas très nombreuses, et beaucoup d'entre elles sont internationales, mais pas françaises. Elles sont installées en France, à partir desquelles donc, le centre géographique d'où sont menées les politiques d'investissement font que la France, les startups françaises peuvent en être bénéficiaires. Elles le sont comme d'autres, mais elles sont en compétition avec le reste de l'Europe, voire avec le reste du monde. Et donc, par conséquent, il n'en reste qu'une petite partie, tant que la taille des entreprises françaises ne permet pas à elle seule d'assurer ça. Donc, c'est un premier volet, il est loin d'être négligeable, mais il est insuffisant. Le second volet consisterait à inclure le financement de sociétés innovantes dans la stratégie d'allocation de fonds propres des assureurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors,
Pourquoi? Parce qu'on se heurte à des obstacles techniques et régulations qui sont liées aux contraintes en matière de solvabilité imposées par les régulateurs aux assureurs. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Solvabilité 2, mais sachez, chers amis de la FinTech et de la SurTech, que Solvabilité 2 est l'ennemi. C'est-à-dire que Solvabilité 2 est une régulation absurde imposée au fil du temps, en total décalage avec la réalité du monde. Alors, c'est assez compliqué, il y a plusieurs leviers. Il y a un levier 2 qui, lui, est un facteur de progrès, un pilier 2, pardon, qui est un facteur de progrès, mais un pilier 1, c'est-à-dire des règles structurantes qui sont à la fois trop compliquées, totalement décalées dans le temps et court-termistes, pour des raisons qu'une autre conférence avec d'autres que vous permettrait d'expliquer. Mais bon, donc le résultat des courses, c'est que la contrainte qui pèse sur l'ensemble des assureurs en termes prudentiels fait que autant l'Europe encourage les assureurs à faire des choses sans risque, vous voyez, du style la dette grecque, parce que ça c'est bien, c'est national, ça c'est bien connu. Mais alors, l'investissement dans le capital risque, dans les entreprises non cotées, dans les PME, etc., ça c'est totalement inacceptable. Et donc c'est très fortement pénalisé, ce qui veut dire que on demande, c'est la double peine, non seulement il y a un risque important, mais en plus, il y a une certitude. La seule certitude, c'est d'être pénalisé sur le plan de la rentabilité par des fonds propres qui sont totalement déconnectés. Ça, c'est évidemment un obstacle. Nous, les assureurs européens, se battent pour qu'on arrête de raisonner en matière pour l'industrie, qui est une industrie de long terme et qui donc doit porter des projets de long terme, eh bien, qu'on cesse de la juger avec des règles qui sont des règles court-termistes. Ça semble évident, et vu dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans les livres d'économie qu'écriront Jean Hervé ou ses élèves, on dira, mais quels sont les fous qui ont inventé un système aussi absurde qui consiste dans le même temps à encourager l'investissement structurel d'avenir au moment où les taux d'intérêt, pour des raisons autres, sont les plus bas du monde, mais qu'en même temps, on fait des règles qui vont exactement dans le sens contraire. La schizophrénie n'a jamais été une bonne politique. Alors, troisième volet consisterait à proposer aux souscripteurs de produits de type assurance vie de consacrer une partie de leurs avoirs à des prises de participation dans les startups. Alors évidemment, là, on se heurte, je dirais, un peu à la mentalité française, c'est-à-dire que et à l'aversion au risque. J'ajoute que ça demanderait, compte tenu de ce qu'est le devoir de conseil des assureurs, des précautions infinies, parce que n'est pas habilité à investir dans les investissements à risque, quelle qu'en soit la récompense, n'importe quel épargnant, n'importe quel investisseur. L'assurance investit en fait chaque année près de 1300 milliards d'euros dans l'économie française. On voit bien donc qu'il suffirait de quelques aménagements pour permettre d'irriguer de façon beaucoup plus forte le secteur à travers l'épargne des Français. Alors comment pourrait-on faire? Eh bien, plusieurs hypothèses. Nous, par exemple, et qui sont d'autant plus intéressantes à évoquer que nous sommes en période présidentielle et que il est important que l'ensemble des candidats intègrent cette dimension dans leur approche, parce que c'est culturel. C'est-à-dire que si des gens qui ne parlent pas bien l'anglais, ne savent pas se servir d'un PC, élaborent des programmes, ça ne permet pas fondamentalement d'intégrer la logique de ce qu'est le développement de la révolution numérique qui est transverse et qui a des effets directs et indirects sur l'ensemble des sujets. Donc c'est très important d'irriguer la culture politique française de cette dimension, et c'est ce que vous pouvez faire, c'est ce que nous pouvons faire. Donc comment? Par exemple, s'agissant du crédit impôt recherche, qui est une excellente disposition que tout le monde approuve et dont on sait que c'est une chance, on peut essayer de le consolider, par exemple en sanctuarisant sur 5 ans, en le sanctuarisant pour 5 ans, donner de la visibilité aux porteurs de groupes innovants et leurs investisseurs, éventuellement améliorer le taux. Et puis aussi, c'est une idée sur laquelle plusieurs travaillent, sécuriser à travers un dispositif de rescrit, ce qui permettrait une validation a priori du crédit impôt recherche, d'éviter ainsi l'adressement fiscaux a posteriori portant sur le crédit octroyé. Donc ça, c'est la première dimension autour de l'improvement du crédit impôt recherche. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la régulation. Alors, il y a la régulation à l'échelle européenne. Il faut être cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut changer les règles du jeu. Alors, la directive dont je parlais tout à l'heure, Solvency II, est en période de révision actuellement.
Et donc, il faut essayer de faire en sorte que cette révision soit la plus profonde et la plus efficace possible. Par ailleurs, nous appelons de nos voeux la mise en place de bulles d'expérimentation technologique comparables à ce que les anglo-saxons appellent des bacs à sable réglementaires. C'est-à-dire qu'il est important de favoriser les expérimentations et la régulation qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de contester le besoin de régulation, mais elle ne doit pas être un corset à l'innovation. Toute la difficulté est là, c'est d'arriver à équilibrer les deux. S'il n'y a pas de régulation, c'est la loi de la jungle. S'il y a une mauvaise régulation, c'est pire. C'est donc de trouver le bon compromis entre régulation et innovation, notamment dans votre domaine. On voit bien que c'est le cas dans un certain nombre d'autres domaines complexes, notamment en matière pharmaceutique et autres. On peut inventer des règles qui soient plus souples. Et puis, il faudra réfléchir également, comme je disais, à travers, pour les assureurs, de réfléchir avec les régulateurs, de réfléchir avec la politique sur comment arriver à trouver des leviers qui permettent de mieux irriguer le financement de l'innovation en France. Il y a un levier classique, c'est le levier fiscal. Alors, évidemment, c'est à la fois une solution de facilité, en même temps, c'est quand même la chose qui a prouvé sur les comportements des épargnants la plus grande efficacité. Donc là, je dirais qu'il s'agit d'avoir un projet cohérent sur le plan économique, mais la cohérence sur le plan économique ne doit pas se faire au détriment de l'innovation, ce serait suicidaire. Tout ça est dans un contexte que Jean-Hervé rappelait, c'est-à-dire le Brexit. Effectivement, nous avons là un enjeu majeur. Il faut être présent à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous historique. D'habitude, c'est sur le long terme, à travers des progrès difficiles, longs, un changement de culture, qu'on peut arriver à avoir. Mais là, il se produit cet événement, que nous étions d'ailleurs, auquel nous étions opposés. Personne en France ne soutenait le Brexit. Maintenant, il existe et c'est évident qu'il y a là une opportunité qu'il faut savoir saisir avec vraiment opportunisme et résolution. De ce point de vue-là, c'est extrêmement. Les mois qui vont se passer sont clés et il faut donner des signaux extrêmement clairs. La France en donne, je dirais, a fait des efforts, des gros efforts en matière notamment de fiscale sur le régime des impatriés et sur un certain nombre de déclarations qui ont pu être faites. Mais le problème, vu de l'étranger, c'est une question de confiance. Les gens se disent oui, pour l'instant c'est bien. Aujourd'hui, objectivement, le régime des impatriés est meilleur en France qu'en Angleterre. Mais les gens se disent, est-ce que ça va changer ? On a une réputation de gens qui sont inconstants dans leur réglementation. Et donc, de ce point de vue-là, il faut arriver à convaincre. Et là aussi, l'un des enjeux de l'élection présidentielle, ça va être pour les candidats d'arriver à tenir leur message sur le plan intérieur, qui soit vendeur, vu de leur fenêtre à chacun, vis-à-vis de leur électorat, mais il faut bien qu'on soit conscient qu'on va les écouter et les lire de l'autre côté du Channel et ailleurs, et que là, il ne faut pas qu'il y ait certaines déclarations qui laissent entendre que la finance serait l'ennemi. Alors, dans tout ça, si on arrive à faire cet effort de discussion, si on préserve les chances immenses de Paris, parce que, pour être clair, si vous habitez Londres, où est-ce que vous avez le plus envie d'habiter ? Je ne veux pas être désobligeant, mais enfin, je veux dire, on a quand même des atouts que d'autres n'ont pas. Donc, on part avec un avantage que nous sommes les seuls à pouvoir limiter. C'est par notre attitude qu'on va faire notre malheur, ou au contraire, dynamiser cette chance qui nous est offerte. Tout ça pour faire émerger les sociétés de premier plan françaises. Et on est dans un moment de bascule, puisque bien évidemment, on voit bien que nous sommes aujourd'hui en train de préparer ce qui va se passer en matière de blockchain, d'intelligence artificielle, de machine learning, de big data. Et donc l'enjeu, il est pour vous, il est aussi essentiel pour le monde de la finance et de l'assurance, parce que ce qui est en jeu là, c'est la capacité, à travers le développement de la fintech française, de conserver aussi, pour ces grandes entreprises du secteur financier, la maîtrise des technologies de demain. Donc, je crois qu'on a un magnifique challenge à remplir collectivement. Le pôle de compétitivité finance-innovation en est à la fois un aiguillon et un garant. Et je pense que
aujourd'hui, je reprendrai la formule d'Helmut Schmidt, et je dirais que la FinTech d'aujourd'hui, elle créera l'économie dynamique de demain, et je l'espère, les licornes d'après-demain. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.